Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un programme politique qui a beaucoup fait parler, l'avenir en commun. Oui, un projet qui a, comment dire, mûri au fil des élections depuis 2012, avec pas mal de consultations citoyennes, syndicales, associatives. Tout à fait, l'objectif, c'est de décortiquer un peu les idées maîtresses de cette vision pour une nouvelle France, comme il l'appelle. Et c'est un programme qui, d'emblée, se positionne en rupture avec le monde néolibéral. C'est ça. Il met en avant les changements profonds de la société française depuis 1958, Comme quoi, par exemple? la condition des femmes, la diversité, l'urbanisation, la précarité, surtout chez les jeunes, une nouvelle classe ouvrière aussi, et bien sûr l'urgence climatique. D'accord. Et tout ça justifierait une refonte majeure des institutions, c'est ça l'idée. Exactement. Pour ces auteurs, c'est indispensable. Alors, allons-y, au cœur du projet institutionnel, il y a cette idée d'une assemblée constituante, pour écrire une nouvelle constitution, passer à une sixième république. Oui, c'est la proposition phare pour tourner la page de ce qu'ils appellent la monarchie présidentielle. Et redonner du pouvoir au Parlement. Voilà. Renforcer le Parlement, limiter drastiquement le 49.3 par exemple. Ce fameux article qui permet d'adopter une loi sans vote. Sauf motion de censure, oui. C'est une réponse assez directe à la critique de la concentration des pouvoirs sous la cinquième. Et puis à la crise de confiance démocratique, quoi. Et pour restaurer cette confiance, il y a des mesures spécifiques contre la corruption, par exemple. Ah oui, il y a tout un volet là-dessus. Inéligibilité à vie en cas de corruption, l'interdiction du pantouflage sur les lobbies. Bon, des mesures pour essayer d'assainir un peu. On voit bien la volonté de changement institutionnel. Et sur le plan social, économique, là aussi, ça semble assez radical. Absolument. L'axe justice sociale est vraiment central, avec des propositions fortes. Comme l'éradication de la pauvreté. Oui, via une garantie d'autonomie. L'idée, c'est de porter le revenu minimum au niveau du seuil de pauvreté, autour de 1 216 € pour une personne seule. Et le SMIC aussi. Augmentation du SMIC à 1 600 € net. Et puis le retour de la retraite à 60 ans, mais attention, après 40 annuités cotisées. D'accord. Et le logement n'est pas oublié, j'ai vu des choses sur l'encadrement des loyers. Oui, encadrement strict des loyers et même la réquisition possible de logements vides. C'est une logique de partage des richesses, clairement. Une logique de redistribution assez poussée donc. C'est ça. Et de lutte contre la précarité. On pense aux jeunes, aux travailleurs des plateformes, les ubérisés. Et économiquement, ça se traduit comment, au-delà des salaires et retraites? Il y a une critique de la financiarisation. Il propose de séparer les banques d'affaires des banques de détail. Ah, oui, un peu comme le Glass-Steagall Act aux États-Unis à une époque. Un peu dans cet esprit, oui. Et puis moduler l'impôt sur les sociétés. Moins taxé si les bénéfices sont réinvestis ou pour augmenter les salaires, plus s'ils partent en dividendes. Et cette idée sur la dette publique détenue par la BCE? Ah oui, l'annulation d'une partie de cette dette, c'est une proposition assez controversée, évidemment, qui pose beaucoup de questions au niveau européen. Forcément. Et pour financer tout ça, la fiscalité doit être revue en profondeur, j'imagine. Tout à fait. Grosse refonte fiscale annoncée, un impôt sur le revenu beaucoup plus progressif, avec 14 tranches. 14 tranches Oui, contre 5 actuellement? oui. Et le rétablissement de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, mais en version renforcée. Et la fin de la flat tax sur les revenus du capital. Le but est clair, financer le modèle social et réduire les inégalités. Exactement. Passons à l'écologie, un autre pilier essentiel. Il parle d'une règle verte. Qu'est-ce que ça recouvre? Alors, la règle verte, c'est un principe assez fort. Inscrire dans la Constitution qu'on ne doit pas prélever plus de ressources naturelles que ce que la planète peut régénérer. C'est le cœur de leur planification écologique, en somme. C'est ça. Et derrière, il y a un plan d'investissement massif annoncé. 200 milliards d'euros pour cette bifurcation écologique. 200 milliards, c'est considérable. Et pour financer quoi concrètement? L'objectif principal, c'est le 100% énergie renouvelable d'ici 2050. Ce qui implique une sortie du nucléaire. Oui, une sortie progressive du nucléaire. C'est une position qui avait été validée par une votation interne chez eux en 2018. D'accord. Et à part l'énergie? Il y a aussi la rénovation énergétique des bâtiments. Objectif, 700 000 logements par an. Un gros effort sur les transports publics, moins polluants. Et l'agriculture? Une transition vers une agriculture paysanne, biologique, sortie du glyphosate, évidemment. Il vise la création de 300 000 emplois dans ce secteur. Et la protection de l'eau aussi, je crois. Oui, l'eau comme bien commun, avec une règle bleue pour la préserver. Le programme couvre vraiment beaucoup de domaines. J'ai vu aussi des propositions sur des sujets plus spécifiques, sociétaux même. Oui, par exemple, la légalisation encadrée du cannabis est proposée, ou sur le numérique, garantir un accès minimal gratuit à Internet, promouvoir les logiciels libres. Des nouvelles frontières, comme ils disent. C'est un peu ça, oui. Ça touche aussi à la protection des océans,
à une relance de la politique spatiale, mais, petite nuance, en interdisant le tourisme spatial pour des raisons écologiques. Intéressant. Et la souveraineté numérique face aux GAFAM? Exactement. Une volonté d'autonomie stratégique là aussi. Bon, si on récapitule, c'est vraiment un projet de transformation très profonde, hein. Ça touche à tout, institutions, économie, sociale, écologie. Oui, une refondation systémique. Avec comme fil conducteur, on pourrait dire l'intervention populaire, la recherche d'égalité, l'entraide, et puis une autre relation avec la nature. Une vision d'ensemble très cohérente finalement, même si elle est radicale. Tout à fait. Mais ça soulève une question majeure, qui est d'ailleurs abordée dans le programme avec cette idée de désobéissance possible aux traités européens. Le fameux plan B si l'Europe bloque. Voilà. La question c'est comment une transformation nationale de cette ampleur peut-elle s'articuler ou entrer en conflit avec le cadre européen et mondial actuel. C'est sans doute là un des grands défis pour la mise en œuvre d'un tel programme. Une question essentielle pour la réflexion en effet. Merci pour cet éclairage.